Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale pour moi, jusqu'ici je ne vous ai jamais parlé de ma série préférée, celle qui est top 1 depuis maintenant, allez, 1998 ? Ouais, là vous vous dites que ça doit être un truc un peu vieillot, et dans un sens, bah vous aurez un peu raison. Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe forment ensemble la Triforce de la perfection, tous classés top 1 dans mon top 3 depuis maintenant très longtemps. Et dans ce top 1, je mettrai sûrement Stargate SG1 en première position, parce que bah, nostalgie tout simplement. Mais sinon entre les trois, si je devais choisir, je pourrais pas. Dernière année de la franchise, Stargate Universe a seulement eu droit à 2 saisons et c'est le 9 mai 2011 que le dernier épisode fut diffusé sur Sci-Fi. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais, 10 ans et pourtant je n'avais encore jamais vu cette série. Bizarre hein ? Si vous aimez la science-fiction alors vous êtes vraiment bien tombé. Stargate Universe nous conte l'histoire d'un groupe de terriens qui est arrivé par accident sur un vaisseau spatial construit il y a des milliers d'années par une civilisation ancestrale. Et concrètement, voilà ce que j'en pense. Honnêtement, de toute ma vie, je n'ai jamais vu une série qui a réussi à exploser tout mon classement et à se positionner top 1 directement à la vue du pilote. C'est de la très belle science-fiction, inventive, réfléchie. Quand je dis inventive, c'est que plusieurs fois dans la saison, j'avais des idées sur comment ils allaient se sortir de tel ou tel problème, et la série arrivait à chaque fois à me proposer autre chose, mais surtout quelque chose de très satisfaisant et que j'avais quasiment pas vu autre part, ou alors voire même jamais autre part. Bon, je t'avoue que j'en ai quand même deviné 2-3, t'inquiète. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série où à chaque fin d'épisode, je restais un peu bloqué et je réfléchissais à l'épisode que je venais de voir. Alors que très souvent maintenant, je regarde un épisode et puis ça me tente de voir l'autre et j'enchaîne un peu comme ça. Et là, vraiment, je restais bouche bée par ce que je venais de voir. C'était comme si je voyais Interstellar tous les jours. Bon, peut-être que j'exagère un peu, je suis pas très objectif, mais bon, on s'en fout, hein, c'est mon avis. Surtout, ce que j'ai adoré, c'est que c'est de la science-fiction, mais plusieurs fois, la série me proposait des choses qui sont à la limite du fantastique. Voilà pourquoi je dis que c'est de la belle science-fiction, puisque c'est une série qui ose faire ce qu'elle veut à tout moment. Et c'est exactement ça le cœur de la science-fiction, il n'y a pas de limite. En tout cas, si vous n'êtes pas fan de la série de Stargate, je pense que vous pouvez quand même regarder le pilote. Si vous aimez, continuez absolument. Si vous n'aimez pas, tant pis, le pilote représente vraiment tout ce que la série peut proposer. Maintenant, vite, passons à la partie spoil. J'ai toujours suivi chaque nouvelle saison de Stargate SG1 sur M6 depuis 1998 et en 2005 j'avais eu la grande chance de voir le pilote de Stargate Atlantis diffusé aussi sur M6. Donc ça je vous précise un peu pour vous montrer mon niveau de fanatitude et mon niveau de non-objectitude. De non-objectivititude. Enfin vous m'avez compris quoi. Pourtant, lorsqu'ils ont lancé l'idée d'une nouvelle série Stargate, j'étais pas très emballé. Je savais qu'à Stargate Atlantis et Stargate SG1 battaient un peu de l'aile, pour moi il fallait se concentrer sur les séries qui étaient déjà là pour les faire durer. Mais bon, ça faisait toujours du Stargate en plus, et lorsqu'elle est sortie, ça a été un peu décevant, les critiques étaient vraiment pas très bonnes, et surtout elles s'accordaient toutes pour dire que la série était différente du reste de la franchise, et en plus qu'elle ne plaisait pas aux fans. Cumulée avec l'annulation successive de Stargate SG1 et Stargate Atlantis, cette série ne me donnait pas envie, mais surtout à l'époque, pour voir une série, t'avais la télé et t'avais pas vraiment grand chose d'autre, hein. T'avais le piratage, mais bon, j'étais quand même un peu jeune pour ça. Puis surtout, je voulais absolument pas voir cette série en DVD rip dégueulasse. J'ai mis longtemps avant de voir les 8 derniers épisodes de la série Stargate SG1, puisque M6 avait coupé sa diffusion en plein milieu de la dernière saison. Pareil pour Stargate Atlantis, c'est que plusieurs années après que j'ai pu voir la saison 3, 4 et 5 quand j'ai pu acheter les DVD. Stargate Universe, j'avais ce pilote depuis longtemps, depuis des années, mais je n'ai jamais osé mettre le disque. Cette série faisait partie de ma to-do list des 10 choses que je devais faire avant de mourir. Et cet été, je me suis dit, faut vraiment que je m'y mette quand même, hein. Je commence à me faire vieux pour ces conneries. Et pourquoi j'ai mis autant de temps pour un fan pur et dur? En fait, cette série me faisait un peu peur. J'avais peur qu'elle soit décevante et totalement différente du reste de la franchise. Et puis elle représentait aussi les derniers épisodes inédits de la franchise Stargate, donc c'était hyper important et j'étais un peu bloqué. Pour moi, c'était bien d'avoir encore des épisodes que je pensais inédits, mais que j'osais pas regarder quoi. Ainsi, il aura fallu attendre 10 ans pour que j'ose mettre le DVD dans le lecteur, que j'ose la regarder. Mais je suis vraiment content d'avoir attendu parce que maintenant je suis adulte, j'ai une autre vision de la vie, des séries et aussi du monde de la production cinématographique. Le gros point fort de cette saison, c'est son pilote qui dure 2 heures et qui est scindé en 3 parties et qui est vraiment... il m'a mis une claque. A noter que j'avais acheté la version longue du pilote exprès parce que je voulais avoir la version longue. Et lorsque j'ai acheté Intégral, j'ai découvert que sur Intégral aussi, il y avait la version longue. Du coup, je me suis complètement fait carotte en fait.
Ce pilote m'a vraiment mis une claque sidérale. Tout commence avec la présentation du Destiny en extérieur et en intérieur, et ça me rappelait bien sûr les téléfilms de Stargate SG1. Avec cette présentation, on commence directement dans l'espace. C'était l'occasion pour les producteurs de présenter les nouveaux décors et de rendre hommage à l'ancien, car le plateau de SG1 fut démonté pour construire celui du Destiny. D'ailleurs, la base Icar est une version modifiée de la salle d'embarquement de la Terre. Et je pense que la voir s'envoler dans une explosion est aussi un clin d'œil des producteurs, pour signifier la fin de SG1. Comme si ce qu'il restait d'énergie de SG1 permettait en fait de lancer la nouvelle série pour qu'elle s'épanouisse seule, très loin, avec tous ses personnages. En y repensant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'avais pas regardé. J'avais pas envie de voir une preuve réelle de la destruction du plateau emblématique de Stargate SG1. Mais voir de nouveau la porte tournoyer tandis qu'on s'avance dans ce couloir, après toutes ces années... Ah, ça m'a vraiment fait des palpitations. J'ai remarqué aussi que durant ce pilote, toutes les scènes tournées dans le Destiny semblent poussiéreuses et sales, ce qui correspond très bien à ce vaisseau qui avait été mis au placard depuis maintenant des milliers d'années en fait. Et cet épisode 3, entièrement dans le désert avec ce sable qui permet de sauver les personnages, est clairement un clin d'œil à Abydos. Abydos qui, je le rappelle, a sauvé Jack O'Neill du tourbillon suicidaire dans lequel il était au tout début de la série. Le désert est d'ailleurs devenu un lieu emblématique qu'on retrouve trop souvent dans la science-fiction, dans la planète des singes, dans Dune, enfin il suffit de faire la liste, y en a plein. Et pourquoi le désert? Parce que c'est moins cher, hein, comme d'hab. Hein. Le système avec la porte fut changé aussi, et ça, je trouve ça bien. En revanche, l'explication que les portes du Destiny sont la première version, donc elles peuvent nous transporter que sur de courtes distances, cette explication-là, je trouve que c'est de la merde. Hein. Sans parler de la logique de mettre des portes sur des planètes mais sans clavier. Donc oui, ça change car les explorations ne sont plus pour rencontrer des peuples ou pour chercher des œufs de PZ, mais pour se ravitailler en eau et en nourriture. Et le fait qu'on puisse passer qu'un laps de temps très court sur chaque planète, ça rajoute de la dangerosité. Cette dangerosité qu'on avait un peu perdue dans les autres séries au fil des années, cette dangerosité de traverser la porte. Et que là on retrouve enfin. Globalement, ils voulaient reprendre l'ambiance d'isolement de la première saison de Stargate Atlantis, et il voulait aussi changer pas mal de choses. La meilleure pour moi est l'absence d'un ennemi tout puissant qui domine la galaxie, puisqu'on avait déjà vu ça avec les Ori, avec les Goa'uld, avec les réplicateurs, avec les Wraiths, et c'est justement là que la série déploie ses ailes. Il n'y a quasiment pas d'ennemis, et essayer de survivre sur ce vaisseau est suffisant. Et puis ça casse aussi le truc des Américains sauveurs de la galaxie, qui commence un peu à me casser les couilles, je vous avoue. Je pense qu'ils ont eu le nez il y a 10 ans sur ce qui marcherait dans le futur, et le genre du survival est un très bon exemple. Ils ont pris le mode de survie de Walking Dead et ils l'ont appliqué au milieu spatial, et je trouve que ça marche super bien. Et comme je vous disais, à chaque fin d'épisode, je restais scotché à ma télé, parce qu'il y a des éléments de mise en scène qui sont super bien, qui vous scotchent, sans mettre en avant la violence et l'action. Dans les autres séries Stargate, ou même dans les films en général, l'action est trop souvent donnée par des fusillades, des combats à main nue, des courses-poursuites en voiture. Dans Stargate Universe, l'action est donnée par le vaisseau lui-même et ça apporte quelque chose de fantastique, qui fascine sans avoir besoin d'utiliser la violence. Par exemple, pendant le pilote, il y a toute cette séquence entre TJ et Chloé qui racontent chacune de leur côté ce qui se passe. C'est vraiment cool, c'est pas trop compliqué, et ça donne du rythme tout en expliquant au spectateur ce qui se passe. C'est simple, précis, y a rien à rajouter. Ou encore Ombre et Lumière avec cette traversée de la géante bleue. Très franchement, avec la musique, les images, j'avais des étoiles plein les yeux. Et c'est quelque chose dans la science-fiction que j'adore, mais que je retrouve très peu. Dans Star Wars, pourquoi on retrouve pas ça? Pourquoi ils arrêtent pas de nous foutre des batailles spatiales dans tous les sens? Je m'en fous de vos batailles. Bon bref, je vais me calmer, on va se calmer sur Star Wars. Et ils ont eu aussi la meilleure idée de la série, faire recharger le vaisseau dans un soleil. Non mais vous avez déjà entendu ou vu quelque chose de pareil? C'est génial, et en plus c'est réfléchi. Parce qu'un vaisseau qui va durer des milliers d'années, qui va traverser des milliers de galaxies, où est le carburant, où est la station-service? C'est inventif et c'est réfléchi. Pour moi, cette traversée du soleil est l'événement de la série. Je m'attendais vraiment à ce qu'au dernier moment, ils arrivent à activer l'hyperpropulsion pour traverser le soleil, comme ils ont fait plusieurs fois dans les autres séries. Et là, non. J'étais bluffé. Tout comme cette idée de faire apparaître une planète au milieu de nulle part, une planète qui ne devrait pas être là, en fait de se dire, est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on continue avec ce vaisseau qui va on ne sait où et qui ne s'arrête pas? Ce côté fantastique d'une planète qui apparaît au milieu de nulle part est génial, parce que c'est pas possible de l'expliquer scientifiquement, et ça aussi dans les autres séries Stargate, on avait tendance à un peu trop expliquer scientifiquement ce qu'il en était. Alors que dans les premières saisons de Stargate SG1,
bah il y avait plein de fois où ils n'arrivaient pas à expliquer et on retrouvait un peu ce côté fantastique. L'idée d'utiliser les pierres de communication est aussi très bien puisqu'elle réduit l'isolement, mais sans leur apporter d'aide concrète. Puis ça permet aux scénaristes de pouvoir apporter des gens qui apportent leur aide au dernier moment si vraiment ils n'arrivent pas à trouver comment sortir les personnages de là en fait. Et ça permet d'avoir des choses vraiment intéressantes comme lorsque Young se réveille et qu'il est en fait dans un autre vaisseau et qu'il voit au bout du couloir un autre alien. Et ça donne aussi des trucs plutôt marrants comme lorsque Talford et Young ont leur connexion qui s'interrompt. Le fait de voyager dans le temps est un des traits de la série et pour cette saison nous avons l'épisode 8. Avec tout ce début d'épisode entièrement tourné au kino. C'est pas un des épisodes que je préfère, mais il est bien construit, il est bien foutu. Et il ressort de celui-ci le principal atout de la série. Même si les allers-retours dans le temps sont souvent casse-gueule, ici vu que ça marche et qu'ils sont très souvent face à des trucs complètement inexplicables, eh ben on accepte. Et j'ai remarqué que dans cette série il y a très souvent des retournements ou des changements de point de vue qui font en sorte que l'on doute de tout. Comme cette fin d'épisode où Young s'interroge si Rush savait. Et c'est ça aussi le cœur de la science-fiction, on doit douter de tout. Car tout est possible. Mettre en doute tout apporte de la dangerosité car on sait jamais ce qu'il va arriver. Et donc on est happé. Et cette dangerosité ne se finit pas toujours bien car dans Stargate SG1 et Atlantis, ils avaient tendance à ce que tout se finisse très bien à chaque fois. Avec cette solution qui était apportée à la dernière minute et qui permettait de sauver tout le monde. Ici, il y a beaucoup de non-retour. TJ qui perd son bébé, Franklin qui utilise le fauteuil et qui devient... Bon, ok, on sait pas trop ce qu'il devient. J'aurais demandé un peu des explications là-dessus. Des explications en tout cas un peu plus claires que ce qu'il nous propose. Ou encore en dernier, la mort de tous ceux qui étaient partis sur la planète Eden. Et sans vraiment, encore une fois, savoir ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui compte en tout cas, c'est que c'est définitif. Et avec tout ça, on se retrouve à la fin de la saison 1 en ayant l'impression d'être arrivé sur Destiny que très récemment et en se disant qu'on a encore des milliers de choses à découvrir. D'ailleurs, la boule qu'il y a au-dessus de la porte de Destiny n'est jamais expliquée puisque c'est uniquement sur la porte du vaisseau. Je me souviens que la série avait été pas mal critiquée pour sa surabondance de guests qui venaient la plupart du temps du SG1 qui avait en quelque sorte passé le flambeau. En tant que fan, j'ai vraiment adoré les retrouver, surtout que c'est pas des petites apparitions pour faire un petit coucou. Et en plus, on a Carter qui dirige le Hammond, donc c'est encore plus cool. Par contre, dans l'épisode 18 où Daniel apparaît pour prendre des photos de la réunion secrète entre Telford et l'Alliance Huxienne, depuis quand Daniel il s'infiltre et il prend des photos? Là, c'était un peu du forcing, hein. J'ai aussi été attentif aux apparitions d'O'Neill, puisque ses apparitions dans les téléfilms ou dans les séries, très souvent, il était là juste pour balancer une blague, et puis voilà. Et là, dans Stargate Universe, j'ai vraiment retrouvé le personnage qui a enfin le droit à la parole, qui a enfin le droit de dire des phrases sensées sans forcément balancer des blagues à tout va. Après, dans l'équipe, il y a Ming-Na qui joue le rôle de Camille Ray. Petite info que j'ai glanée au passage, c'est que j'ai vu qu'elle faisait partie des 55 grands électeurs de Californie à avoir accordé leur vote à Joe Biden pour l'élection présidentielle de 2021. Ça c'est pour ta culture, t'en fais ce que tu veux. Le perso de Rush est sûrement celui qui est le plus travaillé. Au début, je le trouvais vraiment insupportable, il était hyper cachotier sur plein de trucs, et je me demandais si ça allait pas être l'ennemi secret de la série. Mais après l'épisode Regret éternel, je l'ai vraiment adoré. C'est un personnage qui est prêt à tout se prendre dans la gueule pour atteindre ses objectifs. Et j'adore ce genre de personnage. C'est un scientifique qui arrive à voir au-delà du vaisseau et de l'aspect survie. Même si concrètement il est le seul à avoir voulu tout abandonner pour venir, il est aussi le seul à voir à long terme. Comme dans le pilote où Ellie veut tout abandonner pour rejoindre sa mère, et Rush lui rappelle que il veut tout abandonner alors qu'il est à 2 doigts de réaliser son rêve. Il a tout de même une certaine condescendance à la McKay qui le rend un peu insupportable, mais bizarrement, contrairement à McKay, et ben là on le comprend. C'est bizarre à dire, mais on le comprend, et à certains moments, il est suffisamment intelligent pour en devenir humble en fait. Alors que McKay était super intelligent, mais il restait quand même très centré sur lui. Plusieurs fois, il aurait pu essayer d'écraser Ellie pour continuer à faire croire à tout le monde qu'il est le meilleur, mais non. Il est suffisamment intelligent pour voir le potentiel d'Ellie, et de l'admettre et de le dire. Ellie est sûrement le personnage préféré de tout le monde, il représente les personnes de ma génération qui étaient très jeunes lorsqu'ils ont découvert Stargate SG1, et qui au fur et à mesure sont devenus adultes. Mais au-delà de ça, c'est un gamin un peu perdu qui du jour au lendemain se retrouve propulsé à l'autre bout de la galaxie avec des responsabilités, et il vit le rêve de tout amateur science-fiction. Et puis il est courageux, ne se laisse pas abattre, il a vraiment une grande force intérieure. Une force différente de celle de Scott et Greer qui eux représentent un peu les persos qu'on a l'habitude de voir. Ils sont forts et courageux, ce sont des guerriers, mais ils sont entraînés pour ça. Ellie, lui, n'a pas été entraîné, mais il donne tout ce qu'il a et c'est sa bonté d'âme qui réconforte.
On se reconnaît beaucoup en lui parce qu'il est aussi l'éternel ami, notamment avec Chloé. Ils font vraiment une bonne équipe, puis toute leur conversation à la fin de la saison fait vraiment mal au cœur. On est vraiment triste pour Ellie, mais en même temps, tout ce qu'elle lui dit c'est vraiment génial. Et en même temps, il a trouvé quelqu'un qui ne le lâchera jamais et inversement. J'ai eu un très mauvais avis sur Chloé puisque c'est typiquement le genre de personnage qui est là pour être sauvé ou pour créer des triangles amoureux. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle en est consciente et qu'au fur et à mesure, elle essaye de travailler pour se rendre utile à l'équipe. De plus, les choses se clarifient très vite entre Scott, Ellie et Chloé, donc il n'y a pas vraiment de triangle amoureux. Et c'est là aussi une des très grandes forces de cette série, faire autrement que ce que l'on a l'habitude de voir. Le personnage de Scott, j'ai pas vraiment d'attache puisque... il est surtout là comme exécutant, très proche du lieutenant Ford dans Stargate Atlantis, mais en enlevant le côté cool en fait. Au contraire du lieutenant Greer qui lui est de plus en plus intéressant au fur et à mesure des épisodes. C'est aussi l'ami qu'on aimerait tous avoir, surtout si jamais un jour on a un problème dans un bar avec un mec. Impulsif mais dur comme un roc. Et encore une fois, un personnage qui ne vous laissera jamais tomber. Le colonel Young, lui, représente un peu l'anti-Stargate, et l'humain avant tout. Je ne l'aime pas trop comme personnage puisqu'il a merdé avec sa femme, avec TG et enfin il merde très souvent. Mais dans la franchise de Stargate, on a vraiment l'habitude d'avoir des personnages de pouvoir qui prennent toujours les bonnes décisions morales et qui arrive toujours à s'en sortir à la fin. Alors que le colonel Young, eh ben, il est pas très doué, hein, souvent impulsif, notamment lorsqu'il abandonne Rush sur la planète. Ses décisions sont jamais ouf, mais au moins elle a le mérite d'être différente de ce qu'on avait vu jusque-là. Et il a le mérite d'être un humain avant tout qui peut faire des erreurs, car il est incompétent. Et je le trouve bien plus sympathique que Telford, qui reste insupportable de bout en bout. Franchement, même après son lavage de cerveau, j'accroche pas à ce perso qui essaye toujours de marcher sur les autres. J'en dirai pas plus, mais toute sa souffrance en fin de saison ainsi que sa mort m'ont vraiment fait plaisir. La musique est clairement un des grands atouts de cette série. Elle fait très rétro années 80-90 avec quelques notes classiques soutenues par un orchestre et rajoute aussi de la guitare, du piano, de l'électro. C'est vraiment un patchwork de tout ce qu'on peut trouver en musique réuni dans une seule et même BO. C'est vraiment pas mal, ça donne quelque chose de vraiment très épique et très très beau. Et elle est si présente qu'à plusieurs moments, j'avais vraiment l'impression d'être devant un film. Cette musique est vraiment magique et puissante et c'est d'ailleurs celle qu'on entend en arrière-fond depuis le début de la vidéo. C'est aussi une des grandes interrogations que j'avais puisque SG1 et Atlantis avaient chacun leur propre identité musicale. La musique de Joel Goldsmith est hyper présente dans toute la franchise, donc fallait vraiment pas se rater pour cette nouvelle série. Regardez, j'ai même les CD en plus. Ah, faut bien montrer l'investissement hein, quand même. Hein. Malheureusement, elle n'est pas sortie en CD, alors des fans ont recréé un album en découpant tous les moments de la série où il n'y avait pas de dialogue pour créer un espèce d'album qui est disponible sur YouTube. Il y a vraiment des morceaux ouf comme The Farewell qui représentent un peu tout l'album en fait, toute la série. Avec des moments épiques qui font clairement penser au Grand Bleu, comme avec ce synthé qui est totalement ouf, puis des moments inquiétants qui représentent l'ambiance de ce vaisseau totalement perdu qui cache beaucoup de secrets. Il y a aussi Countdown to Destiny avec ce début au piano qui est génialissime et qui apparaît à chaque moment de la série où les choses s'arrangent enfin. Je l'appelle bonheur celle-là. Elle prend vraiment aux tripes. Et tout le reste c'est des grandes envolées avec cette guitare électrique en fond. En fait, c'est toute la musique qui est jouée lors du final du pilote où Ellie attend à la porte que Scott et Greer arrivent avec le sable. Elle est tellement épique. Je la trouve hyper motivante pour vous lever le matin, franchement elle est top. Il y a aussi Recovery pour lequel je n'ai qu'une seule image en tête, et je crois que vous comprendrez pourquoi, il suffit de l'écouter 2 secondes. Seeking the Master Code est vraiment top, c'est vraiment un morceau ouf qui m'a clairement fait penser à Master and Commander. Il y a Favor Sacrifice aussi qui fait aussi clairement penser au Grand Bleu ou alors tous les films de Luc Besson des débuts des années 90. C'est aussi l'avant-dernière BO du compositeur Joel Goldsmith qui est décédé en 2012 et clairement je trouve que c'est un des compositeurs qui est hyper sous-coté, personne ne le connaît mais ses musiques elles sont géniales. À toi Joel, merci de m'avoir fait traverser la galaxie une dernière fois avec ta musique, c'était vraiment magique. Malheureusement, je pense que le plus gros problème de cette série est de s'appeler Stargate, puisqu'elle a très vite été délaissée par les fans purs et durs qui voyaient quelque chose de différent et qui ne l'acceptaient pas. À un moment, faut arrêter les gars, hein, on a le droit d'être différent quand même dans la vie. Et vu qu'elle s'appelait Stargate, eh ben elle n'intéressait pas de nouveaux fans potentiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Depuis la création de la chaîne, je voulais vous parler de ma passion pour cette série, en tout cas pour la franchise de Stargate en général, mais j'ai attendu jusque là puisque je voulais être un peu plus rodé.
dans la réalisation, dans le fait de parler face caméra, etc. Et je suis vraiment très heureux d'avoir découvert cette série cet été au bout de 10 ans d'attente. Et je pensais qu'après tout ce temps, j'aurais été déçu. Eh ben putain, quelle claque! Dites-moi en commentaire votre avis sur cette série. Si vous avez découvert la série grâce à moi, dites-le moi en commentaire, hein, je vous répondrai absolument. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, de l'amour comme toujours. Et moi je vous dis à très vite, très bonne fête de fin d'année. À plus!